Las Vegas a toujours été la capitale historique des sports de combat, et le MMA ne fait pas exception à la règle. Mais depuis quelques années, les cartes sont en train d'être rebattues et une région monte en puissance avec pour objectif de rivaliser la ville du péché et de devenir la nouvelle Mecque du combat. Abu Dhabi, Riyad, Dubaï et maintenant Doha, le Moyen-Orient est petit à petit en train de s'imposer comme une des places fortes du MMA mondial. Et naturellement, cette croissance soulève des questions. Quel est le poids actuel de la région dans le sport mondial? Pourquoi un intérêt si soudain? Et surtout, Las Vegas pourrait-elle vraiment être détrônée? Si mon travail vous plaît et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter, je réponds à tout le monde. Merci à ceux qui prennent le temps de le faire, ça aide beaucoup la chaîne. Commençons par un peu de contexte. Nous sommes le 10 avril 2010 et pour la première fois de son histoire, l'organisation reine du MMA pose ses valises au Moyen-Orient. L'UFC 112 a lieu à Abu Dhabi et pour l'occasion, les frères Fertitta et Dana White ont vu les choses en grand. 2 titres en jeu et 2 très grands noms de l'époque. Anderson Silva, BJ Penn, Matt Hughes ou encore Frankie Edgar pour ne citer que. Cet événement, dont le main event s'avérera malheureusement particulièrement décevant à cause d'une performance en demi-teinte du Spider, marque alors le début d'une longue, très longue collaboration. Mais l'ampleur de cette dernière ne se révélera qu'avec le temps. Au début, les venues de l'UFC sont sommaires, 3 événements sur le sol émirati en 9 ans. Mais en 2020, tout va changer. En pleine pandémie, l'organisation et le gouvernement d'Abu Dhabi trouvent un partenariat historique. Sur l'île artificielle de Yas naît la Fight Island, une véritable bulle sanitaire construite sur mesure pour permettre à l'UFC d'être un des rares sports à continuer de diffuser malgré le virus. En moins d'un an, 12 événements sont organisés, dont 4 numérotés. La formule sera un succès sans précédent. 2 des 4 numérotés dépasseront le million de pay-per-view vendus, renforçant ainsi infiniment la collaboration entre l'UFC et Abu Dhabi. Depuis, l'organisation sera revenue près de 10 fois en 5 ans à peine et au total, depuis 2010, 22 événements y auront été organisés. Et ce chiffre, qui peut paraître anodin en apparence, est en réalité impressionnant. De toute l'histoire de l'UFC, la ville ayant accueilli le plus d'événements est sans surprise Las Vegas avec 261 d'entre eux. Mais à la deuxième place, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas New York, ni Londres, ni même Sao Paulo ou Vancouver, mais bien Abu Dhabi. Et si on enlève l'UFC Apex, la stat est encore plus impressionnante. Depuis 2001, date de la première carte à Vegas, la ville a accueilli 50 vraies soirées UFC, soit à peine plus du double d'Abu Dhabi, sur une période pourtant bien plus longue. Et c'est juste le début. Il y a 2 ans, le deal entre l'UFC et la ville a été renouvelé jusqu'en 2028 pour un numéroté par an et plusieurs Fight Night. Mais évidemment, je l'ai dit dans l'intro, Abu Dhabi est loin d'être la seule ville intéressée par l'organisation reine des sports de combat. À l'été 2024, c'est Riyad qui entre en scène avec une Fight Night, une collaboration reconduite quelques mois plus tard pour début 2025, une carte que le MMA français n'est pas prêt d'oublier. Enfin, c'est tout récemment Doha, la capitale du Qatar, qui a accueilli à son tour une Fight Night. Et bien sûr, l'UFC n'est pas la seule organisation à s'implanter dans la région. Début 2024, avec la carte PFL versus Bellator à Riyad, c'était au tour de l'organisation numéro 2 de faire ses débuts au Moyen-Orient. Depuis, de nombreux événements, dont certains parmi les plus grands de l'histoire du PFL, y ont eu lieu. Les débuts d'Ngannou, les soirées de la branche MENA, des événements du PFL World ou encore 2 Championship Series avec un 3e prévu début 2026, autant d'événements qui ont lieu dans la région. Et bien sûr, les organisations locales ne sont pas en reste, le Brave et l'UAE Warrior en tête. Si on ajoute à ça la proximité avec la région de certaines des plus grandes stars actuelles, Ramzat et Islam en tête, difficile de nier qu'en quelques années, le Moyen-Orient est en train de s'imposer comme la nouvelle place forte du MMA mondial aux côtés de Vegas. Mais alors, maintenant que tout ça est dit, pourquoi un intérêt si fort, si soudainement? Comme souvent, tout est une question d'argent. Pour les organisations, l'UFC en tête, le fait d'organiser des événements sur place est une véritable mine d'or. Car pour compenser une plus faible vente de tickets et de pay-per-view, les villes et les gouvernements de la région mettent la main à la poche. Si les chiffres exacts ne sont évidemment pas disponibles, plusieurs sources font état de 20 à 25 millions de dollars par événement pour l'UFC lors de leur venue à Riyad ou Abu Dhabi, rien que ça. Mais ce n'est pas tout. Quelques mois avant l'UFC 112, pour rappel le premier événement de l'UFC dans la région, le groupe Flash Entertainment, depuis renommé Etara, avait racheté 10% des parts de l'UFC pour la modique somme de 200 millions de dollars. Et Etara n'est autre qu'une agence gouvernementale d'Abu Dhabi, autrement dit, un organisme financé directement par le gouvernement. Il ne serait donc pas choquant que la venue de l'organisation quelques mois plus tard ait été une des clauses de ce rachat. Pour ce qui est du PFL maintenant, c'est le même principe.
En août 2023, le PIF, le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, a investi 100 millions de dollars dans l'organisation afin d'aider à son développement, notamment au lancement de la branche MENA. Et pour ce qui est des Championship Series à Dubaï, c'est pareil, un partenariat pluriannuel entre l'organisation et le département du tourisme et de l'économie de la ville, dont le montant n'a, lui, pas été divulgué. Enfin, pour l'UAE Warrior et le Brave, le lien est un peu plus direct. D'un côté, l'UAE Warrior est géré depuis 2019 par Palm Sport, filiale du groupe IHC, étroitement lié au gouvernement d'Abu Dhabi. De l'autre, le Brave appartient purement et simplement à l'un des princes du Bahreïn. Mais alors, si pour les organisations l'intérêt de se déplacer au Moyen-Orient est un peu plus simple à comprendre, quel est-il pour les gouvernements de la région? À quoi bon payer des fortunes pour organiser sur son sol des soirées de MMA? Sans surprise, là aussi, c'est une question d'argent, et plus précisément, une question d'investissement. Ce n'est pas un secret, l'économie de nombreux pays du Golfe repose en grande partie sur l'exploitation des ressources pétrolières. Et ce n'est pas un secret non plus, ces ressources ne sont pas infinies. Alors pour assurer la stabilité financière de leur pays dans les décennies et siècles à venir, de nombreux gouvernements de la région cherchent à diversifier leur économie. Et la meilleure illustration de ce phénomène est sans aucun doute le cas de l'Arabie Saoudite. Jusqu'à il y a peu, le pétrole et ses dérivés représentaient près de 40% du PIB de l'État et plus de 75% de ses recettes. Alors, pour se détacher en partie de sa dépendance à l'or noir, le prince héritier Mohammed Ben Salman, plus connu sous les initiales MBS, a lancé en 2016 un projet pharaonique, le plan Vision 2030. Comme son nom l'indique, le projet vise d'ici 2030 à transformer en partie l'économie saoudienne à travers différents piliers comme le commerce, l'immobilier, le projet Neom The Line par exemple, je pense que vous en avez entendu parler, ou encore le divertissement, le point qui nous intéresse aujourd'hui. Car pour divertir à l'échelle mondiale, quoi de mieux que le sport? Ainsi, depuis des années, l'Arabie Saoudite finance à coups de millions des événements bumper sur son sol pour faire du pays le nouvel Eldorado pour les fans de sport et de divertissement. Football, tennis, Formule 1 et même e-sport, tout y passe. Alors naturellement, le MMA, un des sports à la plus forte croissance actuelle, ne fait pas exception à la règle. Pour les Saoudiens et pour leurs voisins de manière générale, l'organisation de ces événements, vus par des millions de personnes à travers le monde, est une plateforme leur permettant de promouvoir leur pays et d'attirer touristes et investisseurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que les cartes dans la région sont souvent si exceptionnelles. Leur but étant de mettre un maximum de lumière sur la nation, ils sont prêts à mettre le prix pour organiser des événements rassemblant l'élite des combattants. Mais donc, au final, est-ce que ces pays pourraient vraiment réussir à détrôner Las Vegas et à s'imposer comme la nouvelle capitale du MMA mondial? Quand je listais les sports mis en avant par l'Arabie Saoudite, j'ai volontairement omis l'un d'entre eux, le plus intéressant pour notre sujet du jour, la boxe. Depuis quelques années, le pays, à travers la Riyadh Season, a pris d'assaut le noblard, au point de presque désormais avoir la main mise dessus. De nos jours, presque tous les gros combats sont organisés sous l'égide de l'Arabie Saoudite. Les deux combats entre Fury et Usyk et Beterbiev et Bivol, ou encore plus récemment le choc entre Canelo et Crawford, pour ne citer que. C'est un fait. La nouvelle place forte du noblard mondial n'est plus Las Vegas, mais bien Riyad. Pour autant, j'ai quand même du mal à imaginer la même chose pour le MMA. Si l'Arabie Saoudite a pu à ce point s'approprier la boxe, c'est car sa structure est très différente de celle du MMA. Contrairement à notre sport, où l'UFC a un clair monopole, le noblard est fragmenté entre différents acteurs de plus petite taille, ce qui a en quelque sorte facilité le rachat du sport par l'Arabie Saoudite. Mais en MMA, le poids de l'UFC rend cette approche presque impossible. Et puisque le siège de l'organisation est à Las Vegas, soyons honnêtes, il semble en fait peu probable que le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en tête parviennent réellement à devenir la nouvelle capitale mondiale du MMA. En réalité, tant que l'UFC ne déménagera pas, les États-Unis et Las Vegas en tête resteront sans doute à jamais l'épicentre de notre sport. Quant au Moyen-Orient, cela deviendra sans doute de plus en plus une alternative appréciable pour nous fans européens pour profiter d'événements d'exception sans avoir à veiller toute la nuit. En revanche, nul doute que la région va continuer à développer le sport, au point peut-être de devenir le pôle numéro 2 pour le MMA, si elle ne l'est pas déjà.